Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette nouvelle vidéo, on va commencer le dernier chapitre de géologie, la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. D'abord, je vais commencer par définir le mot granitisation. Donc, la granitisation est la transformation de roches préexistantes en granit, c'est-à-dire des roches qui existent déjà vont subir des transformations et donner du granit. Bon, c'est quoi le granit? Il faut savoir que le granit constitue la majeure partie de la croûte continentale. C'est une roche magmatique, je souligne ce mot, c'est une roche magmatique et non pas métamorphique. Plus particulièrement, c'est une roche plutonique, c'est-à-dire qu'elle résulte d'un magma qui s'est refroidi en profondeur. Il faut noter qu'à la surface de la Terre, on peut observer l'affleurement de deux types de granit. Il y a d'abord le granit dit d'anatexie. Il y a un deuxième type appelé granit intrusif. La question qui se pose, c'est pourquoi on étudie plus particulièrement ce type de roche. Tout simplement parce que dans les chaînes de collision et surtout les vieilles chaînes qui ont subi une érosion intense, on peut observer des affleurements de roches granitiques, c'est-à-dire que ces roches formées dans la croûte continentale profonde vont apparaître à la surface du sol après une forte érosion qui a éliminé de grandes parties de la montagne, et cela après des millions et des millions d'années, bien sûr. Bon, ce qui est très important, c'est que ces roches granitiques sont fréquemment associées à des roches métamorphiques. C'est-à-dire que là où on trouve du granit, il y a aussi des roches métamorphiques. Comme par exemple sur cette image qui présente l'affleurement du massif granitique de Zahir, ou bien sur celle-ci où on voit le massif granitique de Zefraout. Dans les deux cas, et même si les images ne le montrent pas, on note la présence de roches métamorphiques qui avoisinent le granit. Donc, dans ce dernier chapitre, on va répondre à ces deux questions. Premièrement, comment se forment les roches granitiques, que ce soit d'anatexie ou intrusif. Deuxième question, c'est quelle est la relation entre les roches granitiques et les roches métamorphiques. Bon, alors je vais commencer par l'étude du granit d'anatexie et on va prendre comme exemple le granit de la région d'Ourika à travers cette carte simplifiée sur laquelle on distingue plusieurs éléments, tels que des noms de régions, Sidi Fatma, Agadir, Neit Boulmen, l'Oued qui traverse la région, Oued Ourika, une faille, la faille Meltzen, elle porte le nom de la région où elle se trouve. Il y a aussi l'orientation et l'échelle. Et le plus important, c'est la légende. La légende qui présente, bien sûr, les différents types de roches qui affleurent dans la région. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le granit. Bien sûr, le granit qui affleure sur une grande surface, toute la région d'Agadir, Neit Boulmen, ici aussi. D'accord? Ce granit, il est lié à des roches qui sont le gneiss et la migmatite, qui est une roche bien particulière car elle présente un mélange du granit et du gneiss. On va voir ça après. Sur le document, je vais utiliser un document en arabe. C'est la même carte. Sur le document, là,
juste à côté, on voit bien la migmatite, elle présente un mélange là. Et il y a juxtaposition entre le granit et la migmatite, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un passage direct du granit au gneiss. Ce passage, il est marqué par la présence d'une zone de transition constituée de migmatite. Je m'explique. On ne peut pas aller du granit vers le gneiss ou bien le contraire, d'accord, sans passer par la migmatite qui s'étend tout le long de cette limite, même si la carte ne le montre pas, mais il n'y a pas un contact direct entre le granit et le gneiss. Pourquoi? Parce qu'il y a cette roche de migmatite. D'accord? On dit alors que le contact entre le granit et le gneiss est diffus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une limite nette entre les deux. On ne peut pas dire que la couche du gneiss se termine là et là, la couche du granit commence. Pourquoi? Parce qu'il y a la couche mélange, ou bien la roche mélange qui est la migmatite. Pour plus d'informations, on va étudier la structure et la composition chimique de ces trois roches qui sont le granit, le gneiss et la migmatite. Bon, pour ces trois roches, là on voit à l'œil nu le gneiss, la migmatite et le granit. Le gneiss, vous le savez déjà. Le gneiss, il présente des litages, alternance de lit sombre et de lit clair. D'accord? Passant à la migmatite, je vais un peu agrandir l'image. Bon, la migmatite, là, on voit bien que pour cette partie, elle ressemble au gneiss. On voit les lits sombres et les lits clairs. Alors que dans sa partie inférieure, il y a absence des litages, il y a des minéraux bien clairs, bien visibles, même à l'œil nu. Il ressemble dans ces parties au granit. Le granit, c'est une roche claire. Les minéraux sont très bien visibles, même à l'œil nu. Il y a absence totale des litages. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'alternance de lit sombre et de lit clair comme le gneiss. Donc, et pour la migmatite, pour cette partie, elle est gneissique et pour cette partie, elle est granitique. Passons à l'observation des lames minces. L'observation des lames minces nous permet d'identifier la composition minéralogique des trois roches. Pour les trois roches, pour le gneiss, on trouve dans les lits noirs, on trouve le mica noir, les lits sombres, ils sont composés de mica noir, les lits clairs sont composés de quartz et de feldspath. Pour la migmatite, il y a dans cette partie-là, vous voyez bien que c'est une partie gneissique, elle ressemble au gneiss. Et dans cette partie-là, elle ressemble au granit. Pour les minéraux, il y a toujours le mica noir, le feldspath et le quartz. Et en plus, il y a le plagioclase. Pour le granit, bien sûr, on voit les mêmes minéraux. Il y a au moins 3 minéraux en commun pour les trois roches, c'est-à-dire qu'ils ont presque la même composition minéralogique, donc elles ont la même origine. Pour la structure, on dit toujours que le gneiss a une structure foliée, bien sûr, car les minéraux sont orientés selon des lits. Pour le granit, il y a absence de l'orientation des minéraux. Les minéraux sont non orientés, ils sont de grande taille, car en allant du gneiss vers
le granit, la taille des minéraux augmente. On dit que le granit a une structure grenue. Bon, pour la migmatite, elle est intermédiaire entre les deux. Elle a une structure à la fois gneissique et granitique. On dit qu'elle a une structure foliée grenue. Alors, pour finir cette partie, il faut expliquer comment se forme le granit d'Anatexie et pourquoi il est nommé ainsi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie qui a été éliminée du programme et qui explique les conditions d'anatexie et explique bien sûr la mise en place du granit d'anatexie. On ne peut pas la faire, mais j'ai préparé là un schéma simplifié pour vous expliquer comment se forme le granit d'anatexie. Bon, dans les zones de collision, elle est connue par la séquence schiste, micaschiste et gneiss. Dans les zones de collision et sous l'effet de contraintes tectoniques compressives, il y a épaississement, bien sûr, et raccourcissement de la croûte continentale. Des roches vont être portées à de grandes profondeurs. On aura schiste, micaschiste, gneiss. Donc, le gneiss, c'est une roche fortement métamorphisée. Si on fait augmenter les conditions pression, température dans des grandes profondeurs, le gneiss va fondre partiellement. On aura la formation d'un magma dit magma d'anatexie. C'est quoi anatexie et pourquoi on le nomme magma d'anatexie? Parce qu'il résulte de la fusion d'une roche préexistante qui est dans ce cas le gneiss. L'anatexie, c'est la fusion d'une roche qui peut être soit partielle, soit totale. Bon, ce magma qui se forme, il va se refroidir tout en restant lié à la partie non fondue du gneiss et le tout forme ce que l'on appelle la migmatite. Dans de grandes profondeurs, la fusion est importante, voire totale, et ce qui conduit à la formation d'une quantité très importante de magma qui se solidifie sur place et donne sur de grandes étendues du granit ou bien le granit d'anatexie. Bref, ce qu'il faut savoir sur le granit d'anatexie. Premièrement, c'est qu'il s'étend sur de grandes étendues et dans de grandes profondeurs. Deuxièmement, c'est qu'il est marqué par la présence de la migmatite, la roche intermédiaire, qui présente à la fois la structure gneissique et la structure granitique. Sa composition elle est semblable aux roches métamorphiques avoisinantes, ou bien sûr ce type de granit est lié au métamorphisme thermodynamique. C'est tout pour cette partie du granit d'anatexie. La prochaine fois, la dernière vidéo concernant le granit intrusif. Et à la prochaine, Inch'Allah.